Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On est très heureux de vous retrouver pour cette saison 3. Après plus de 2 ans à vous raconter un peu des histoires spatiales sur les ondes de Good Morning Toulouse, on se retrouve pour ce premier épisode avec une équipe de choc que je vous présenterai juste après ce générique. A tout de suite. Et nous revoici donc après 2 ans. On est toujours là, on évolue et ça ne s'arrêtera pas là, mais on vous en reparlera. Et donc avec moi ce soir l'équipe de taulier, j'ai envie de dire, avec le grand Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette saison 3 d'Odyssée. C'est avec plaisir qu'on retrouve nos fameux piliers, nos fameux bases solides, comme on dit dans le milieu. Bonsoir à vous. Bonsoir mon cher François également, comment tu vas? Eh bah ça va bien, bonsoir à tous et toutes et ravi d'être là et d'avoir survécu à l'été. Effectivement, parce que tu nous arrives directement de la saison 2 et tu es toujours là. Et enfin, le retour du grand Maxime. Comment ça va? Hello tout le monde, ma foi, ça va. Content d'être parmi nous cette fois-ci? Content d'être revenu surtout, je vous ai lâché pendant un petit moment quand même. Abandon de poste, tout ça. Abandon de poste, on t'en tient par rigueur parce qu'on a trouvé un nouveau comparse durant cette seconde saison. Et heureusement. Et du coup, maintenant, nous sommes 4. Nous enregistrons donc ce premier épisode en studio, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Et nous sommes, pour avoir un petit peu de référence temporelle, le 5 octobre. Et comme ça, voilà, nos actualités qui vont venir juste après seront datées et vous saurez de où on tient nos informations. Et donc, sur ce premier épisode, on va garder la formule qu'on connaît qui marche, qui commence justement par une petite partie actualité et qui sera introduite par notre cher Maxime. Et oui, je me lance, c'est parti. Cette semaine, je vais vous parler d'une actu quand même relativement fraîche. Il s'agit de la mission DART. DART, c'est simple, c'est une mission de défense planétaire. Vous allez me dire quoi, défense planétaire, parce que quoi, on a besoin de se défendre en ce moment? Non, ne vous en faites pas, tout va bien. C'est une mission qui a été lancée en 2021 et qui avait pour but d'aller heurter un astéroïde qui se situe, ma foi, fort loin d'ici, et heureusement. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que sa mission est réussite. Pourquoi? Tout simplement parce que la sonde DART a été heurtée l'astéroïde qui s'appelle Dimorphos à une vitesse de, tenez-vous bien, 23 700 km/h. C'est rapide, on est d'accord. Ce qui nous fait à peu près du 6 km/s. Le but, en fait, c'était tout simplement de voir si percuter un astéroïde avec une sonde de ce type, c'est une sonde qui, à l'impact, faisait à peu près 500 kg, si on était capable de modifier la trajectoire de cet astéroïde qui fait partie d'un système qu'on appelle binaire, c'est-à-dire que c'est un petit astéroïde qui tourne tout simplement en cercle autour d'un astéroïde plus important. Cet astéroïde plus important, il s'appelle Didymos. Voilà, des noms très mignons pour des trucs qui globalement ont tué les dinosaures. Et cet astéroïde, donc le plus grand, fait 780 mètres de diamètre, et le plus petit, qui a été percuté par la sonde DART, fait lui 160 mètres de diamètre. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, c'est la taille du Colisée à Rome. C'est énorme. Donc en fait, comme je viens de le dire, le but c'était de tester une technique de défense planétaire. On en a imaginé plusieurs. Celle-ci c'était la plus simple à mettre en application. Maintenant, ces astéroïdes ne représentaient absolument aucune menace pour la Terre. Le but c'est, dans l'éventualité où un astéroïde vient à être une vraie menace, une réelle menace pour la Terre, est-ce qu'on serait capable de le dévier de sa trajectoire de quelques milliers de kilomètres, admettons, pour qu'il finalement frôle la Terre au lieu de la percuter. Voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, c'est quand même une mission au bon goût de science-fiction, et comme tu l'as dit, teintée de vengeance, parce que les dinosaures, on vous a vengé, bordel. Ça, c'est quand même beau. Je pense qu'ils s'en foutent, ils sont morts de toute façon. Ouais, mais bon. Pour avoir un petit peu suivi la mission, c'est vrai que c'est une mission qui finalement a fait un peu parler, je l'ai vu à travers les médias. Parce que c'est, comme tu disais si bien Simon, cet aspect un peu science-fiction de les gars, on va détourner un astéroïde.
et ben ça nous ramène un petit peu au téléfilm qu'on a eu pendant notre enfance qui passait sur NT1, TMC ou W9 de Armageddon, on va se faire péter la tronche par un astéroïde. Et là en fait c'est vrai, et ce qui est assez sympa dans ce que j'ai pu voir sur les réseaux au moment de cette mission, c'est que, comme on l'avait pu le dire dans la saison 2 d'Odyssée, le spatial aujourd'hui fait beaucoup parler, fait beaucoup couler d'encre, fait beaucoup criser au niveau du grand public, pour plein de raisons différentes. Mais cette mission a relativement fait l'unanimité. Ça a fait rêver, ça a fait triper, et j'ai trouvé ça assez cool. Vas-y, mais après, ce qui est important aussi, c'est de se dire que pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, on n'est pas certain que la mission soit un succès. On sait qu'elle a déjà heurté l'astéroïde, ce qui est en soi une belle victoire quand même, parce que c'est certes une certaine circonférence, mais dans l'espace interstellaire, c'est pas grand-chose. Et pour autant, on est en attente, c'est ça va prendre quelques semaines, voire un peu plus, pour être certain qu'on ait un peu dévié sa trajectoire. C'est ça. Là, le but de la déviation, c'est si vous imaginez un orbite, donc un cercle autour de l'astéroïde principal, le but c'est de le rapprocher de cet astéroïde principal. Et donc pour l'instant on n'en est pas sûr. On va le savoir avec des observations depuis la Terre avec différents télescopes. Pour l'instant ce qu'on sait c'est que l'impact a bien eu lieu. On a une vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir la trouver facilement. C'est assez impressionnant. On voit la sonde se rapprocher de plusieurs... Qui est d'abord à plusieurs centaines de kilomètres et qui se rapproche en quelques secondes. Bon, les vidéos sont éditées, tout ça, évidemment, parce que les images qu'on a reçues, c'est à peu près une image par seconde, je crois. Donc, en fait, c'est comme si on regardait du stop motion. Mais aujourd'hui, on va pouvoir d'abord étudier l'impact depuis la Terre, puisque en fait, cet impact a soulevé tellement de poussière qu'il y a une queue de poussière à l'arrière de l'astéroïde qui s'étend sur, je crois, 10 000 km. Et donc, on va pouvoir d'abord commencer à étudier la composition de l'astéroïde avant d'étudier plus en profondeur l'impact en lui-même grâce à une mission européenne qui devait être lancée, qui aurait déjà dû être sur place, merci l'Europe, mais qui sera finalement sur place d'ici 2026. C'est la mission Hera qui, elle, ira étudier la masse précise de l'astéroïde qui a été touché et étudier le cratère. Ok, mais c'est bien ça, donc il y aura des suites, mais en tout cas dans les prochains mois on devra en savoir un peu plus sur la réussite réelle ou non de la mission DART. Peut-être dans les prochaines semaines, mais ok, oui. D'accord, on restera à l'affût de ça, et je crois qu'après mon cher Thomas voulait nous parler du spatial également, parce qu'il n'y a pas que la NASA, et tu voudrais nous le rappeler. Exactement, je te remercie Simon pour cette magnifique transition. Il n'y a pas que la NASA, bien que la NASA, le CNES, la JAXA et d'autres soient de formidables agences. Moi j'avais envie de vous parler du New Space, sujet dont on a beaucoup parlé pendant ces premières saisons. Le New Space, c'est quoi ? La définition est compliquée à rappeler, mais finalement c'est toutes ces entreprises, souvent du privé, qui participent à leur manière à se spécialiser, à proposer des services nouveaux, des produits innovants, pour vraiment participer à faire grandir le spatial français. Et il s'est tenu en septembre, le 16 septembre exactement, la conférence européenne interparlementaire sur l'espace. Alors ça fait extrêmement pompeux, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de représentants internationaux autour du spatial. On a pu retrouver donc des sujets comme l'autonomie stratégique européenne pour garantir un accès durable à l'espace, sujet qu'on a évoqué à travers le droit de l'espace, à travers la neutralité des pays et ce genre de choses, et c'est très intéressant. Le développement du New Space pour garantir un accès durable à l'espace, chose très importante, car aujourd'hui on parle beaucoup de confrontation New Space, Old Space, même si finalement on se rend compte que c'est parfaitement complémentaire. Et aussi la lutte contre la pollution spatiale pour garantir des usages plus durables de l'espace. Sujet passionnant, que je vous invite d'ailleurs à retrouver en vidéo sur le Sénat. Et voilà, c'était très intéressant parce que j'avais envie de parler de cette conférence que j'ai suivie, parce qu'on a pu retrouver des acteurs comme le président de l'ESA, Joseph Aschbacher. Aschbacher, ça dépend comment tu le dis. Ouais, Aschbacher. Ouais, mais je voulais... Bon, j'ai essayé. Mais on a aussi pu retrouver Philippe Baptiste, le président du CNES, ou Nicolas Capet, directeur, patron d'Anywaves, entreprise du New Space français située à Toulouse. Donc c'est autant d'acteurs de positions différentes qui ont pu échanger,
présenter leur point de vue, débattre, et c'est extrêmement intéressant parce que on sent que depuis quelques années le New Space évolue et qu'on entre dans une phase où le spatial se transforme, des acteurs arrivent, des acteurs émergent et ils sont entendus parce qu'on arrive à collaborer, et tout ça, je trouve ça que c'est magnifique. L'actualité le démontre très bien parce que acteurs du Old Space, du New Space travaillent main dans la main. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais remettre sur le devant de la scène lors de cette première émission d'Odyssée. Est-ce que vous avez un avis sur ça, peut-être, ou pas du tout? Vous en avez absolument rien à carrer? Je vous laisse la parole. Déjà, je pense que les politiques français, alors c'est le Sénat, donc c'est un peu particulier, mais s'intéressent à ce genre de sujet. Et en général, c'est ceux qui prennent un peu le temps aussi d'entendre les gens. Et en plus, là, d'entendre vraiment des acteurs centraux du sujet, je pense que ça reste dans tous les cas une bonne chose. Après, il faudra mesurer de quelle manière ce genre d'intervention et d'échange aura des conséquences réelles sur, par exemple, les programmes spatiaux français, mais aussi sur les financements de la France à l'ESA, parce que ça pose beaucoup de questions dernièrement, ces 2-3 dernières années. Et là, on voit qu'il y a des gros projets qui se montent, et clairement, on va avoir besoin de financement européen, mais aussi français. Donc, non, je pense que ça reste une bonne chose qu'on parle du spatial de manière réfléchie, et pas que pour le privé ou que pour le public. Je pense que, personnellement, en tout cas, je trouve que ça reste dans tous les cas une bonne chose. Je serais peut-être juste un peu plus méfiant sur les termes de New Space et Old Space, qui sont quand même des termes de communication. New Space qui est quand même beaucoup porté par les acteurs du privé, qui justement ont développé le terme de Old Space pour se mettre en avant, mais en réalité on voit que les agences, elles restent au centre. Donc rien que le terme de New Space et Old Space n'est pas du tout neutre politiquement, et je pense qu'on pourrait peut-être s'en prémunir de ces termes. En tout cas, ils sont populaires, mais peut-être pas non plus pour aucune raison. Mais comme tu dis, c'est de la communication. C'est aussi ce qui parle au grand public, et c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que, comme tu le dis, c'est une complémentarité et une vision qui doit être un peu éclaircie. Mais ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec cette question de définition des termes. Je dirais que plutôt que New Space ou Old Space, il faut tout simplement en fait mettre des mots sur ces entreprises, start-up, entreprises privées, petite taille, grande taille, et il faut tout simplement en fait savoir définir ce qu'elles font et comment elles le font, puisque c'est aussi ça qui change les types de financement, et puis il faut aussi se rappeler que, comme tu l'as dit Thomas, l'un est complémentaire à l'autre, puisque beaucoup de petites entreprises du secteur spatial, les startups, en fait, trouvent leurs premiers appuis dans des institutions publiques, comme le CNES par exemple, qui accompagne beaucoup d'entreprises pour essayer de favoriser leurs projets et les faire naître, en fait, tout simplement. Et du coup, vas-y François, vas-y. Si je pouvais ajouter du coup une dernière phrase, je dirais pas tant complémentaire que en fait c'est un choix de politique publique de développer le secteur privé. Donc c'est pas les acteurs du privé qui sont arrivés et qui ont changé la donne, c'est les gouvernements qui ont décidé de développer le secteur privé et de trouver un autre équilibre entre le public et le privé. En fait, globalement, on s'y retrouve, c'est juste que je pense que c'est intéressant aussi de le présenter ainsi. Et puis ça va rebondir sur, je pense, en partie l'actualité que tu vas nous présenter également, sur des questions aussi un peu plus générales de régulation, d'après ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, puisque mon actualité, moi, elle est juridique, états-unienne, obscure, on va pas se mentir, et pourtant elle est importante. Elle est assez récente également, donc mon actualité, c'est celle-ci. Le 29 septembre dernier, la Commission fédérale des communications a instauré une nouvelle règle aux États-Unis, qui est la suivante, une obligation de désorbitation des satellites en orbite basse après 5 ans, une fois que leur mission est terminée. Jusque-là, c'était après 25 ans, et c'était uniquement une recommandation. Alors, rapidement, c'est quoi cette commission, la Commission fédérale des communications, ou dans le jargon, la FCC? Eh bien, c'est une agence du gouvernement américain qui est chargée de la régulation de nombreux secteurs, les médias, Internet, les téléphones, mais aussi les satellites. C'est elle qui va notamment donner le feu vert pour le lancement des satellites sous pavillon américain. Alors, le problème, c'est que cette décision de la commission n'a pas été du goût de tout le monde, puisque le comité scientifique de la Chambre, c'est-à-dire de la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle considère que cette commission abuse de son autorité, qu'il n'y a pas de consensus avec elle, donc ça peut fragiliser cette législation, et que ça pourrait menacer la compétitivité des entreprises américaines. Et surtout que le gouvernement américain, donc c'est-à-dire le pouvoir exécutif celui-ci, donc Biden, Kamala
Kamala Harris, ont prévu la consultation avec les industriels sur ces enjeux. Donc le fait que la commission prenne cette décision, ça prend un peu de court les autres. En revanche, côté industriel, là on revient à nos acteurs différents, eh bien, les industriels sont plutôt d'accord avec cette proposition, demandent éventuellement un peu plus de souplesse, mais il n'y a pas de remise en cause de cette décision de la FCC. Donc premier point, je vais aller assez vite, ça montre que toute réglementation dans le spatial, c'est toujours une multiplicité d'acteurs. Il ne faut pas juste voir la NASA ou juste le gouvernement. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en discussion. Deuxième élément, c'est que quid des conséquences de cette réglementation. Bon, déjà, elle s'applique à partir de 2024. Et la NASA considère qu'en réalité, ça ne réduirait les débris que de 10% sur les 200 prochaines années. Bon, évidemment, c'est des statistiques qui voient loin, donc certainement qu'elles pourraient être revues. Mais donc, l'objectif initial de cette régulation est nuancé par la NASA. Donc, ça montre, en une phrase de conclusion, qu'on a un règlement qui va peut-être dans le bon sens, mais qui peut-être, en réalité, c'est aussi un pis-aller, c'est-à-dire que c'est une régulation relativement modeste par rapport à des enjeux qui sont peut-être bien au-delà de cette petite règle. Et du coup, une question, ça concerne tous les satellites envoyés par les États-Unis ? En orbite basse. En orbite basse, voilà, parce que ce que je me posais comme question, c'est les satellites en orbite géostationnaire, donc ils sont beaucoup plus loin. Pour donner un ordre d'idée, orbite basse, c'est entre 400 et 2000 km. Exactement, puisque dans la régulation, c'est en dessous des 2000 km d'altitude. Voilà, c'est ça. Et géostationnaire, c'est 36 000 km. Donc là, les désorbiter de manière à ce qu'ils rentrent dans l'atmosphère, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en général, pour que les gens, je crois qu'on en avait déjà parlé, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur ce qu'on appelle des orbites poubelles ou des orbites de parking. Donc, c'est-à-dire qu'on les met plus loin, sur des orbites, ou plus proches d'ailleurs, mais souvent plus loin, sur des orbites qui ne sont pas utilisées. Et donc, ceux-là ne sont pas concernés. Non. Donc, c'est peut-être pour ça les 10% que donne la NASA, parce qu'il y a beaucoup de satellites géostationnaires. Toute la télécommunication qu'on a, en général, passe justement sur cette orbite-là. Donc, c'est clair que ça concerne qu'une petite partie des satellites, mais une partie problématique à l'heure actuelle, que sont les constellations. Donc, oui, puisque, alors certes, mais comme la NASA a fait ses stats sur 200 ans et que l'augmentation du nombre de satellites qui est prévue, c'est vraiment l'orbite basse qui est concernée, je pense que malgré tout, même sur l'orbite basse, les conséquences vont être faibles si on en croit ce qu'a dit la NASA. Ouais, c'est étonnant. Est-ce que les gars, vous aviez une reprise là-dessus ? Ouais, alors moi c'est les chiffres un peu qui pas qui me font tiquer, juste je me dis, tu dis François 10%, c'est ça, ça réduirait uniquement de 10% sur les 200 prochaines années. On est d'accord, ces statistiques n'incluent que cette loi américaine. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains ne sont pas les seuls à faire ça. En France, Cocorico, on a aussi des lois de ce type, dont une qui est entrée en vigueur il y a assez peu de temps, qui était en discussion depuis longtemps et qui est vraiment entrée en vigueur il y a peu de temps et qui oblige donc tous les satellites français à avoir un moyen de désorbitation, passif ou actif. Passif, c'est-à-dire qui prend plus de temps, et actif qui prend moins de temps, tout simplement. C'est un sujet en tout cas qui est, je pense, une question globale, comme tu le dis, Maxime. Et c'est un premier pas qui a été fait par les États-Unis, qui a déjà été fait par la France et qui est fait aussi d'un point de vue plus global par l'Europe. En tout cas avec des programmes aussi de désorbitation, mais ça on avait déjà évoqué. Mais je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, François ? Bien, en tout cas, pour dire que c'est commun, c'est le cas, puisque au Congrès international d'astronautique qui a eu lieu donc en septembre à Paris, c'était quand même l'un des sujets principaux. D'ailleurs, dans le jargon, ça va être STM, Space Traffic Management, qui est vraiment le mot d'ordre. Bon, après, le spatial reste toujours un domaine stratégique, donc se mettre d'accord de façon commune avec des pays qui se regardent en chien de faïence, c'est parfois compliqué, plus que compliqué. Donc bon, on n'a peut-être pas le même optimisme ou pessimisme sur la situation, mais en tout cas, c'est vrai que dans tous les cas, les États-Unis l'ont fait, la France aussi. On y réfléchit aussi à l'ONU, beaucoup. À voir si ça permettra d'aboutir à quelque chose de plus solide. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je vais finir le tour de table d'actualité en vous racontant une belle histoire. C'est celle de la nébuleuse d'Orion, et plus précisément une de ses régions intérieures, si on veut être vraiment précis, qui s'appelle la barre d'Orion, qui aura permis à une équipe internationale de recherche d'initier le premier programme prioritaire d'observation sur le James Webb Space Telescope, donc le télescope spatial James Webb, qui est en gros le vrai premier programme scientifique préétabli qui va utiliser les capacités hors normes de ce télescope spatial pour faire de la science
Et donc là, comme je l'ai dit, on s'est intéressé à la Barre d'Orion. Et en gros, déjà, Cocorico, c'est une équipe française qui dirige ce programme. Il y a plus d'une centaine de chercheurs d'un point de vue international, 18 pays je crois. Mais c'est un Français qui s'appelle Olivier Bernet, qui est chercheur CNRS à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Donc double Cocorico parce qu'il est aussi de Toulouse. Je tiens à vous rappeler qu'on est sur Good Morning Toulouse. Et il y a également des co-directions, donc une femme qui s'appelle Émilie Abar qui est à l'IAS et une autre femme qui s'appelle Else Peterson, Peters même, j'ai mal noté, qui est au Canada. Et donc c'est une étude qui a en gros déjà imagé la Barre d'Orion, ce qui est assez incroyable parce qu'on avait déjà eu des images d'Hubble, mais qui n'ont aucune comparaison possible avec celle du James Webb. Et c'est une région très spécifique parce que c'est là qu'on observe, en tout cas on commence à le discerner, des protoplanètes, enfin des systèmes protoplanétaires, comme on appelle ça, qui sont un début de formation de planètes, qui sont des petites régions, en gros, très denses en gaz, etc., en particules spatiales, qui permettent, par les forces de gravité principalement, de créer de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. Et donc, quel est l'intérêt d'observer la Barre d'Orion ? C'est justement d'essayer d'analyser un petit peu des systèmes et des caractéristiques qui auraient pu être celles de notre système solaire il y a bien longtemps, lors de sa création. Et en plus de ça, c'est la nébuleuse et le système protoplanétaire le plus proche du système solaire qu'on puisse observer. Et donc c'était vraiment un premier exemple, un premier échantillon, disons, scientifique des capacités du James Webb. Et là, d'après les images qu'on voit, donc, qui ont été diffusées le 12 septembre, donc il y a très peu de temps, c'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à voir, comparé à Hubble, qui était déjà magnifique, ça, il n'y a aucun doute. Mais là, scientifiquement, en plus, il y a l'image qui est sortie, on est bien content. Mais ce qui intéresse vraiment les scientifiques derrière, ça va être ce qu'on appelle la spectrométrie. Donc c'est l'analyse des champs spectrométriques, donc des particules qui sont observées par James Webb. Et là, ça va vraiment nous donner des éléments concrets et scientifiques sur qu'est-ce qui est propice à la formation de nouvelles étoiles, à la formation de nouvelles planètes, dans quelle temporalité et dans quel environnement. Donc clairement, les premiers résultats du James Webb ne s'étaient pas fait attendre. On avait déjà vu de très très belles images, mais là, la science commence à sortir. Et on va avoir des nouvelles plus précises dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais clairement, moi, en plus du fait que ce soit français et toulousain, ça me met des étoiles dans les yeux. Et je suis vraiment passionné par ce bel objet qu'est la nébuleuse d'Orion et ce bel objet technologique qu'est le télescope spatial James Webb. Mais, alors d'abord, Simon, merci pour cette nouvelle. C'est vrai que le James Webb Space Telescope, on en a beaucoup entendu parler par les belles images qui sont sorties, etc. Et finalement, la science, on en a aussi évidemment entendu parler, mais je trouve que c'est un aspect des télescopes spatiaux qui est assez vite oublié, entre guillemets, comme sur Hubble, c'est un avis personnel, mais Hubble étant rentré dans la culture populaire comme télescope spatial, je veux dire, à part ces belles images, moi personnellement, je ne connais aucune recherche scientifique qui a été menée grâce aux images de Hubble. Et là, je suis content de voir que sur ce nouveau satellite absolument génial, on parle tout de suite de la science et de ce qui va être fait, par exemple, avec l'analyse du spectre de Mars qui a été fait, je crois que c'est ça, ou alors des premières images de Mars. On a eu aussi des spectres d'exoplanètes. Oui. Mais bon, voilà, c'était des analyses assez ponctuelles, qui n'étaient pas dans le cadre d'un programme. Non, tout à fait. Mais ça montre que voilà, la science revient aussi un peu au centre de l'actu spatiale, un peu plus technique et tout de même grand public. C'est-à-dire qu'on montre au grand public que voilà, on ne fait pas juste des belles images avec un télescope dans l'espace, on fait aussi de la science pour faire avancer la connaissance. Je pense que le Orion a fait beaucoup parler d'elle parce que c'est non seulement une image absolument magnifique qui a été sortie, mais comme tu dis, ça a été révélateur de beaucoup de choses. Tout ce qui a eu lieu avant, de toute manière, l'imagerie spatiale est quelque chose qui fait avancer la science. Et c'est vraiment plaisant de voir aussi, que moi c'est toujours cet aspect-là que je vois aussi, mais l'engouement du grand public vis-à-vis de ces belles images d'Orion, vis-à-vis de ces belles images de nébuleuses, de différents phénomènes spatiaux. Ouais, c'est plaisant parce que c'est grâce à des outils, comme on a pu le dire, comme le James Webb, qu'on arrive à aider la communauté scientifique, où qu'elle soit, à l'international, mais aussi à rassembler la communauté dite, on va dire, grand public, un peu plus profane, un peu plus amateur, autour de juste la beauté, autour de
choses qui sont extrêmement loin, mais qui vont fédérer autour de la science et des efforts qui sont faits. Et ça, moi, ça me plaît. Et on voit que, comme tu en parlais tout à l'heure pour le New Space, l'importance de la communication. Qu'on le veuille ou non, ça reste quand même les images qui vont attirer, et ensuite on peut broder dessus. Les images ou les belles histoires avec Rosetta par exemple. Mais bon, il faut de la communication pour attirer dans ces domaines qui sont un peu ardus autrement. Ouais, et puis pour fédérer le grand public autour de recherches qui, comme le disait Maxime, au final, ce qu'on retient de Hubble, c'est les belles images. Alors que pourtant, Hubble a fait de la science et Hubble a participé à beaucoup de recherches scientifiques. Mais là, le James Webb, ça avait été, je pense, un message clair dès le départ. Et on l'a tellement attendu, il a coûté tellement cher, il a eu tellement de retard, de péripéties, etc. que on a beaucoup mis en avant le fait que c'était pas juste pour faire de la photo qu'on l'a envoyé dans l'espace, c'est clairement pour faire des découvertes. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une des premières vérifications, justifications de ce coût, de cette attente et de ces envies des scientifiques, parce que voilà, Olivier Bernet le disait très bien, ça fait 10 ans qu'il attend ça. Depuis sa thèse, c'était son bébé, il avait tout fondé un petit peu sur ce télescope, et on se foutait un peu de lui, disons, en lien avec cette question-là. On disait, il va jamais partir, tu n'arriveras jamais à avoir ce que tu veux. Et au final, il y en a plein d'autres qui vont suivre. Il y a 13, je crois, programmes prioritaires qui ont été élus, et celui-ci n'avait que peu d'heures, était un des plus faibles en compte d'heures du James Webb. Je crois que la première image a pris 4 heures. Le James Webb s'est focalisé 4 heures sur la nébuleuse d'Orion pour faire cette image-là, et il y en a d'autres qui ont 36 heures d'observation. Donc il y a des choses absolument incroyables qui vont sortir. Donc, mais c'est un premier très bel exemple. En plus de ça, c'est le seul programme géré par des Français. Donc je voulais vous en parler. Et puis, écoutez, je ne sais pas si vous voulez rebondir davantage. Et je pense donc qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie. Mais avant ça, comme d'habitude, on aura un petit point culture, l'instant Space Culture, qui cette fois-ci sera un point musical. Je me suis dit, pour faire une référence au premier épisode, et même pas au premier épisode de la saison, à l'épisode pilote de Odyssée, que certains d'entre vous, je pense, n'auront jamais entendu, on va se passer un petit morceau d'un artiste français qui a fait ce morceau en collaboration avec Ariane Group, qui s'appelle Pyramide. Et donc, c'était un album sorti en 2019, commande d'Ariane Group, d'un artiste français de musique électronique, disons-nous, qui a fait donc une commande, disons, mais qui a été vraiment une réussite, je pense. Un EP, album de 6 pistes, donc plutôt EP, je dirais. Et on va s'en écouter une de ces pistes qui sera très à propos pour notre sujet de la seconde partie, qui s'appelle Atmosphère. On se retrouve juste après. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, stop.
Et nous revoici donc après cette piste de Pierre Hamid qui s'appelle Atmosphère et qui va nous faire une belle transition. Maxime, je crois que tu connaissais cet artiste, non ? Alors, pas personnellement. Ça, c'est une autre question. Oui, oui, non, mais en fait, tu l'as expliqué. Artiste français, Ariane Group, je sais que tu avais un beau vinyle de sa part. Oui, j'ai un beau vinyle que j'ai eu sur les réseaux sociaux et dont je ne suis pas peu fier, hein, qui vient garnir ma collection de vinyles en rapport avec le spatial. Non, en vrai, c'est un chouette album. Ça vaut le détour, ça vaut l'écoute. Ils ont fait une belle communication dessus à l'époque. Et c'est des visuels qui tournent encore, hein, sur les stands, sur le stand de Ariane Group par exemple. Cette année à l'IAC, il y avait encore les visuels qui ont été faits pour cet album. C'est quand même un album promotionnel pour mettre en avant Ariane 6. Hein. Ouais. Ils n'ont pas fait de la musique juste pour faire de la musique, pour le fun. Je pense qu'Ariane Group s'en fout de la musique. Et à mon avis, on risque de l'entendre passer dans peu de temps, pendant à pas mal d'occurrences, du fait qu'Ariane 6 soit normalement en train d'arriver. Mais Oui. bon. Normalement. Mais voilà, donc la chanson s'appelait Atmosphère. Le sujet qu'on a choisi d'évoquer pendant ce moment un peu plus débat, dossier, c'est justement l'observation de la Terre. Depuis, disons, pour borner un peu, parce que sinon ça va être très large, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et justement, l'observation de l'atmosphère, c'est quand même un gros sujet. Et vous, les gars, s'il y avait une question déjà, est-ce qu'il y a une mission d'observation de la Terre qui vous a plus marqué qu'une autre ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accroche particulièrement ? Par hasard, Maxime. Je sais pas, par hasard Maxime. Par hasard, moi. Qui m'a marqué. Ou qui te marque aujourd'hui, bien entendu, t'as le droit. Merci. Et oui, moi je vais faire du lobbying, hein, parce que je m'en fous et que je suis là pour ça. Oui, merci toi. Oui, mais des missions d'observation de la Terre et de l'atmosphère, il y en a des très très bien en ce moment qui sont en cours de préparation, bientôt lancées. Par exemple SWOT, voilà, je fais pas de commentaires, ou encore Microcarb, qui sont deux missions françaises en partenariat, l'une avec la NASA, l'autre avec l'Agence spatiale britannique, et qui vont respectivement, pour l'une, observer les océans et l'eau douce de manière générale sur les continents, et pour l'autre, les sources de carbone, tout simplement, de dioxyde de carbone au niveau atmosphérique. C'est deux grandes missions qui, je pense, traduisent assez bien l'objectif aujourd'hui et les objectifs de l'observation de la Terre. C'est un parmi tant d'autres, hein. Je pense qu'on va en parler. On va parler aussi de... Parce que là il s'agit de mesures, que ce soit spectromètre, que ce soit radar, mais l'observation de la Terre, ça va aussi jusqu'à l'imagerie, hein, avec des missions comme Pléiade ou comme Spot, qui sont les premières missions d'observation de la Terre. Et quand on vous dit observation, pour vous donner une idée, c'est comme si vous emmeniez un appareil photo, merci, comme si vous emmeniez un appareil photo dans l'espace et que vous preniez une photo. Voilà, les missions comme Pléiade et Spot, c'est ça, c'est du visuel pur. C'est ce que vous allez retrouver plus ou moins sur Google Maps en fait. Quoique pas partout, puisque j'ai appris récemment que les images Google Maps de centre-ville, en fait, c'est pris par avion. Voilà, je le savais pas. Pour plus de définition, sans avoir à payer des satellites à des dizaines, centaines de millions de dollars. Ouais. Tout à fait. Et tu l'as évoqué, il y a les missions Spot, qui sont les premières missions françaises d'observation de la Terre, en tout cas de photographie, disons, de la Terre, pour faire très vulgarisé. Et ça, c'était fin des années 70, début des années 80, je crois. Et après, je savais pas, mais Spot a duré encore très longtemps. Les derniers satellites ont été envoyés, je crois, en 2012 et 2014, presque de manière contingente avec les premiers satellites Pléiade, qui sont du coup un petit peu la suite, disons. Là où Spot était développé principalement par le CNES, Pléiade est développé principalement par Airbus, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Après, ils sont bien sûr co-exploitants, hein, mais c'est des grosses bases de données. Parce que là, j'avais vu qu'en 2021, le CNES avait mis à disposition 19 millions d'images
prises par les 5 premiers satellites Spot entre 86 et 2015. 19 millions d'images. Celui qui veut se refaire son Google Maps, s'il a un peu de temps et un peu de compétences, il peut. Ouais, ou sous fond d'écran d'ordi, quoi. Voilà, 19 millions d'images, je pense que tu as plus qu'un fond d'écran d'ordi, je pense. Peut-être quoi faire. Une salle de contrôle. Mais vas-y François. Pour l'anecdote, vous savez quelle est la signification de Spot qui était donnée ici à Toulouse? Non? Satellite pour occuper Toulouse. Ça s'est fait dans un contexte où justement à Toulouse, les activités spatiales commencent à diminuer et il y a eu une espèce de compromis. En gros, on fait le Spot, Toulouse s'en occupe, comme ça on garde l'activité au CNES à Toulouse parce qu'il y avait quand même des tensions sociales très fortes à l'époque. On a eu un mémoire qui a été fait au Mirail par un dénommé Yann Rive sur ce sujet. Voilà, je vous le dis. Satellite pour occuper Toulouse. Et c'est pas occuper dans le sens faire l'occupation, c'est juste donner une occupation aux ingénieurs et... Exactement. Ah, je savais pas du tout. Ça, tu vois, c'est des Mais anecdotes c'est génial, mais en qu'on même ne temps, peut avoir qu'ici. En même temps, il faut les occuper, les ingénieurs. Oui, et puis à Toulouse, on a de quoi faire, on a de la force à vendre. Je sais pas si toi, Thomas, est-ce que l'observation d'un point de vue général de la Terre, c'est quelque chose que tu as suivi dans ta carrière spatiale, disons, dans ta passion spatiale? Alors, c'est quelque chose que j'ai suivi, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'entre nous autour de cette table, comme beaucoup des gens qui nous écoutent, on a vu des images de la Terre, on a vu plein de choses qui sont faites par ces agences qui font un travail formidable. Et j'ai envie de revenir, parce que j'adore ça, sur cette idée du New Space, qui n'en est pas une. Aujourd'hui, le New Space est une théorie, comme tu l'as si bien dit François, qui tend à être floue. Mais en fait, j'ai surtout envie de rebondir sur ces nouveaux acteurs. Parce que même si on n'a pas autant de spécialisation dans les missions que peuvent avoir le CNES, que peut avoir Spot, que peut avoir l'ESA et d'autres, on a des acteurs qui prennent part. Alors je pense à CLS, je pense à Emeria, je pense à Comat, à Unseen Labs, bref à tous ces petits acteurs. Je dis petits pas au sens péjoratif, mais au sens que forcément ils sont plus petits que les grandes agences, mais qui viennent justement apporter leurs expertises, apporter leurs services, leurs produits au service de ces observations. Pour illustrer ça, CLS par exemple s'est donné pour mission à sa manière, en fournissant des services, l'observation maritime, la surveillance de la piraterie, de l'évolution des océans et ce genre de choses, voilà, au service de la Terre. Je crois que tu parles d'Unseen Labs à ce moment-là. Oui, la pardon. piraterie, les bateaux. Exact, piraterie pirates, c'est etc. Unseen, autant pour moi. Et surveillance maritime des évolutions et un peu plus environnementale écologique, c'est davantage CLS, mea culpa. Mais voilà, et c'est vrai qu'en fait, comme on l'a si bien dit plus tôt, comme l'ont si bien dit mes comparses François et Maxime, on n'est pas sur le même type de mission que peut avoir le CNES ou autre, où on va vraiment avoir des gros enjeux, des grosses missions qui veulent mener de but en blanc, mais des acteurs qui vont essayer de chercher à amener des expertises, de développer des choses très spécifiques au service de la Terre. Et je trouve ça très intéressant. Et il y a vraiment une diversité aussi, parce qu'on le voyait aussi avec d'autres programmes, il y a eu des satellites qui ont participé à suivre par exemple des évolutions d'espèces mammifères ou d'espèces maritimes via des balises, Argos, etc., les programmes Argonautica qui ont été aussi permis grâce aux satellites en orbite, par télédétection et renvoi d'informations. C'était pas les outils principaux. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais je me demande s'il ne faut pas faire quand même la part des choses entre ça et ce qu'on appelle vraiment l'observation de la Terre, qui est vraiment la mesure, soit, comme je disais, radar, ou alors la prise de vue, et le suivi de balises. Parce que finalement, le suivi de balises, c'est du suivi GPS. Enfin, Le GPS, ça passe par la satellite du coup. oui, mais à ce moment-là, tout est observation de la Terre. Si à partir du moment où tu vois ce que C'est je veux une dire. mise à disposition des capacités GPS et autres satellitaires pour du suivi, disons. Oui, je suis d'accord avec C'est toi. pas de l'observation. D'un point de vue premier degré, c'est moins d'observation. C'est du suivi des activités terrestres via des outils satellitaires, quoi. Pour moi, par exemple, tu vois, si je devais définir observation avec des exemples concrets, c'est le niveau des océans grâce à l'envoi grâce aux technologies radar, par exemple. C'est la définition des différents gaz qui composent l'atmosphère grâce à des spectromètres. Ça serait, ce qu'on en a déjà parlé, les observations visuelles. Pour moi, c'est plutôt ça, l'observation de la Terre. Là, par exemple, le suivi des animaux, typiquement, on parle des balises Argos, qui sont des balises qui ont été développées par le CNES et qui ont été récupérées ensuite par CLS, qui est une filiale du CNES.
Bon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire rentrer ça dans l'observation de la Terre, en fait. J'ai une question piège pour toi, et je te laisserai la parole juste après François. J'ai une mission un peu particulière qui a été envoyée récemment, et je veux savoir si tu considères ça comme de l'observation de la Terre ou non. Non. C'est une mission qui s'appelle l'ARES 2. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà ? Ça n'a pas l'air. Non. C'est une mission qui a été envoyée, qui a fait partie du vol inaugural de Vega C, donc une nouvelle fusée à poudre européenne et plus principalement italienne. Et c'est une mission de l'agence spatiale italienne, ça ne s'invente pas, qui est en fait un satellite passif. Donc c'est-à-dire que le satellite n'émet en soi rien, c'est juste une boule de tungstène avec plein de miroirs dessus et qui permet via des bases laser sur Terre, d'analyser la position exacte et extrêmement précise du satellite qui est en orbite, donc logiquement en train de tourner parfaitement ou quasi parfaitement autour de la Terre. Et justement, ces miroirs, lui permettent de donner sa position exacte et sa distance par rapport à la Terre. Et en fait, cette mission, elle cherche à prouver ou non une théorie de la relativité générale de Einstein qui dit qu'un corps en mouvement, en rotation, a des points de gravitation qui sont parfois un tout petit peu différents. Et en gros, on a envoyé cette deuxième boule parce qu'il y a une l'ARES 1, ça s'appelle l'ARES 2, il n'y a pas de secret. Logique. Et elle sert uniquement à une sorte de miroir parfait avec la Terre pour mesurer en tout point de sa rotation est-ce qu'il y a une toute petite variation du champ gravitationnel de la Terre et du coup entériner ou disons contredire les théories d'Einstein. Donc est-ce que ça pour toi Maxime, c'est un satellite passif qui est en orbite et qui réfléchit des lasers terrestres qui cherchent à analyser le champ gravitationnel de la Terre? Est-ce que c'est de l'observation terrestre? Non. Pourquoi? Est-ce que le satellite fait de l'observation terrestre? Est-ce que le satellite observe la Terre? Le satellite d'une manière ou d'une autre permet de faire de l'observation terrestre. Sans lui, on ne pourrait pas. Non, le satellite permet de faire de la physique. Oui, mais est-ce que la physique, les champs gravitationnels terrestres, ce n'est pas de l'observation de la Terre? Non. Et là, d'accord, non mais c'est une réponse. Non mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Moi, après, moi, je suis peut-être un peu biaisé aussi. Je vois peut-être ça à travers le filtre des missions sur lesquelles je travaille. J'ai peut-être aussi un discours qui est trop borné par l'océanographie, par la mesure du CO2. Maintenant, je suis pas sûr en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que la technique fait que le satellite est perçu par des stations radar laser qui sont au sol que ça en fait une mission d'observation de la Terre. C'est son seul intérêt en soi. Non, son intérêt c'est de définir c'est de réfléchir les lasers terrestres pour justement prouver ou contredire les lois de la relativité générale. Donc son objectif principal c'est de la physique. C'est de la physique terrestre. Bon après on va pas rentrer dans le détail précis, c'était juste que cet exemple me paraissait drôle et justement venait un petit peu sur un aspect un peu précis, travailler disons ta position. Est-ce que SWOT fait ou fera partie du programme Copernicus ou pas du tout? Non, aucun rapport. Ok, qui est un programme. Alors Copernicus, c'est un programme. Copernicus, c'est les satellites Sentinelle, qui est un programme européen. Voilà, et Jason a initié, je crois, le programme Copernicus. Enfin, a été parmi les premiers à être. Jason a permis d'initier le programme Copernicus, qui a été ensuite fourni en information par les satellites Sentinelle. Ok. Qui est encore aujourd'hui. Et qui permet d'ailleurs à toute personne un petit peu renseignée et qui creuse d'avoir des informations sur l'observation de la Terre d'un point de vue relativement ouvert. Tout n'est pas accessible bien entendu, mais il y a beaucoup d'informations de Jason, certains satellites Sentinelle qui sont accessibles au grand public. Oui, c'est simple, vous allez sur le portail qui s'appelle Aviso, AVISIO, et vous allez en fait pouvoir accéder à un grand nombre de données. Si vous avez envie de savoir la température des océans à 20 km des côtes près de chez vous, vous allez pouvoir la voir, la profondeur des océans, tout ça. C'est des choses qui sont accessibles au public et c'est le but de la science, c'est le but de l'observation de la Terre. C'est l'accessibilité des données, qu'elles soient in situ au sol ou alors des données atmosphériques, parce qu'on en parlait quand même, on parlait de l'atmosphère. C'est le principe, c'est la disponibilité des données pour les scientifiques et pour le grand public. Et on parlait de l'atmosphère et on va parler d'un satellite regretté qui parlera peut-être à tout le monde ou quasi. J'ai quand même une petite pensée pour Taranis ici.
qui faisait, alors là, je regarde Maxime avec insistance en disant est-ce qu'il va me contredire, mais qui tentait de faire de l'observation terrestre. Alors certes, des nuages, des éclairs et des phénomènes liés à tout ça, mais qui du coup se tournent dans l'atmosphère. Là, j'ai le droit à un nom. Non, t'as pas le droit à un nom. D'accord, donc voilà, Taranis, satellite regretté, français en très grande partie, qui s'est malheureusement perdu en mer suite à un échec de la fusée Vega. Est-ce qu'on veut vraiment revenir dessus ? Je ne pense pas, mais il reste dans nos petits cœurs quand même, parce que bon, c'est une mission qu'on a beaucoup suivie et qu'on a beaucoup pleuré, j'ai envie de dire. Mais bon, je ne sais pas si dans les expériences d'observation, est-ce que, ou même dans ce sujet central au final des activités aussi spatiales, François, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Oui, j'espère ne pas avoir eu la tête dans les étoiles, mais je crois qu'on n'a pas évoqué le terme de changement climatique, qui pourtant est absolument fondamental, puisque si le secteur spatial peut se vanter, disons, d'un aspect de son activité dans la lutte contre le changement climatique, c'est bien l'observation de la Terre. En fait, vous l'avez évoqué de façon très précise, l'étude des océans, l'étude de la faune, de la flore, même des choses très bêtes, hein, même Google Maps permet de le faire, d'ailleurs le fait, regardez l'évolution du couvert forestier, ce genre de choses. S'il y a bien un aspect où le secteur spatial justement se vante d'être écolo, c'est sur son utilité pour au moins collecter des données sur la réalité du changement climatique. À tel point d'ailleurs que, je reparle du Congrès international d'astronautique, mais le seul aspect vraiment écolo de ce congrès, c'était là-dessus. C'est qu'on mettait beaucoup en avant le rôle du spatial dans cette analyse. D'ailleurs, peut-être petit point, mais certainement que d'autres auront plus d'informations que moi autour de ça. Depuis 2019 existe un Space Climate Observatory qui réunit, je crois, 29 agences et 3 organisations internationales qui produit des données justement sur ce changement climatique. Donc autant sur beaucoup d'autres aspects, je pense que ce serait très discutable de voir le spatial à l'égard de l'écologie, mais au moins là-dessus, je pense qu'il y a un consensus. Mais très clairement, c'est vrai qu'au final, mais c'est bien de faire ce point-là parce qu'on l'a évoqué sur des aspects très précis des techniques utilisées et mobilisées par le spatial, mais c'est quand même un des aspects et un des grands axes, disons, au moins de l'Agence spatiale française et européenne d'un point de vue global, et j'ai tendance à dire aussi plus général d'un point de vue international, mais c'est de participer, pas à lutter contre le réchauffement climatique, parce on peut reprocher beaucoup de choses au spatial, et à raison dans beaucoup de cas, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une position privilégiée qu'est l'orbite terrestre pour justement attester de ce changement climatique. On a vu beaucoup d'images du spatial mobilisées dans les cas de déforestation, dans les cas de feux de forêt gigantesques, etc. Enfin, il n'y a pas de frontières dans le spatial, disons, en tout cas quand tu es en orbite. Donc cette observation globale de la Terre, ça permet quand même de réaliser beaucoup de choses. Et mine de rien, je pense que même si c'est un secteur qui est loin d'être parfait, d'être le bon exemple, c'est un secteur quand même qui fait réfléchir beaucoup de monde, je pense, ou en tout cas qui nous fait réaliser beaucoup de choses. Et là-dessus, c'est positif, même s'il y a beaucoup d'évolutions à mettre en place, ça c'est clairement un fait, mais il y a aussi beaucoup de leçons, je dirais, à tirer de ce qu'on peut glaner comme information, en grande partie via le spatial, pas que. Et même d'un point de vue symbolique, en réalité, on parle beaucoup du spatial comme du secteur qui a permis peut-être de prendre le plus conscience du fait qu'on vit sur une seule planète qui est très fragile, avec la fameuse photo de Blue Marble en 72 qui reste quand même assez iconique. Oui, la fameuse phrase de Carl Sagan qui disait tout ce qu'on connaît, tout ce qui est et tout ce qui a été de l'espèce humaine est sur cette planète, tes cousins, tes frères, tes sœurs, etc. C'est vrai que on se rend pas tant compte que ça, nous, de notre petit point de vue, mais quand tu prends une photo de la Lune ou de même Mars ou de Vénus avec en fond la Terre, tu te rends compte qu'au final, même à l'échelle du système solaire, qui n'est strictement rien, on est quand même minuscule. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais vas-y Thomas. Pour rebondir sur ces belles paroles, c'est vrai qu'on peut reprendre aussi les mots de Thomas Pesquet, qui nous a dit lors de sa première mission dans l'ISS que oui, quand on regarde la Terre, on n'a qu'un vaisseau, il est fragile, l'atmosphère est fine, et finalement ça montre bien qu'il faut en prendre soin parce que aller dans l'ISS, c'est ça aussi, c'est rapporter des images de la fragilité de notre beau vaisseau qu'est notre monde. Juste pour en remettre une bonne couche, ce que tu disais François, en fait c'est tout à fait juste, on parle d'observation de la Terre, de l'atmosphère, mais finalement en fait ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'objectif principal quand même c'est comprendre la Terre, c'est comprendre comment ça fonctionne,
pourquoi, quels sont les mécanismes qui régissent la Terre, que ce soit au niveau des émissions de gaz, parce que oui, les forêts aspirent par exemple du CO2, mais on n'en a aucune idée, on ne sait pas dans quelle quantité est-ce qu'elles le font. Et donc ça, c'est très important de le savoir pour mieux comprendre le changement climatique et les effets du changement climatique. Comprendre l'élévation du niveau des océans, ça par exemple, c'est une chose qui a été permise grâce au spatial et aux différents satellites d'altimétrie. Et c'est aussi pour ça qu'on continue, puisque par exemple en altimétrie, ça fait 30 ans qu'on engrange de la donnée sur le niveau des océans, et c'est comme ça qu'on a pu prouver en fait que les océans montaient tout simplement, et c'est comme ça qu'on continuera de mieux comprendre notre environnement et de mieux le protéger. De toute façon, comme on l'a dit, le spatial, il a des avantages que n'auront jamais d'autres méthodes d'observation. Pas de frontières, une vue globale, quasiment globale certes, pas de contraintes géographiques ni topographiques. On peut aller voir le haut de l'Himalaya comme on peut aller voir des cavernes, en tout cas visibles si elles ne sont pas obstruées, disons, à l'œil nu. Une forte reproductibilité, une bonne flexibilité dans une certaine mesure, et surtout un rendement extrêmement qualitatif. Donc c'est sûr, le spatial a, sur des aspects écologiques, sur les carburants utilisés dans les fusées, sur le nombre de matériaux rares nécessaires à certaines fonctionnalités, etc., peut être optimisé, peut être repensé, mais par contre, il a aussi cette empreinte très forte dans la sensibilisation au changement climatique, et par ce biais-là, l'action vraiment sur justement ces moteurs du changement climatique. Mais vas-y Maxime. J'ai un autre exemple qui vient de me venir. Dans l'observation de la Terre, on a parlé climat, on a parlé changement climatique, on a parlé aussi observation comme avec Pléiades, Spot, donc vraiment photographique, je dirais presque. Il y a aussi un gros enjeu qui est là, sociétal, et qui est en même temps presque du ressort des premiers secours. En fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle en France la charte catastrophe naturelle, je ne sais pas si ça vous parle, qui est, je trouve, un super bon exemple d'application de l'observation de la Terre. C'est-à-dire que les grandes inondations qu'on a eues en France récemment, je crois que c'était il y a un an ou deux, les dernières, ouais, quelque chose comme ça, et bah typiquement le CNES active la charte catastrophe naturelle et va permettre de mettre à disposition des secours, des photos du terrain en question, des villes qui ont été inondées, et donc met à disposition des secours, des plans, des images des lieux au jour J, et qui permettent aux secours en fait de s'organiser plus vite et d'agir plus vite et mieux, tout simplement. Et ça marche pour tout, littéralement tout. Une éruption volcanique, un tsunami, une catastrophe industrielle, tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est aussi un super bon exemple, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver partout à tout le monde, et qui ne sont pas juste de la science en fait, parce que oui, ok, c'est super de savoir combien il y a de CO2 dans l'atmosphère, ou de savoir le niveau des océans, mais ça c'est vraiment quelque chose, une application ultra concrète, ultra rapide de satellites qui nous servent à faire aussi d'autres choses. Et ça on le voit, qu'il y a beaucoup d'applications concrètes, mais on y reviendra dans d'autres émissions. Mais déjà, je voulais vous remercier, les gars, d'avoir participé à ce retour d'Odyssée pour une saison 3 sur les ondes toujours de Good Morning Toulouse. Donc merci Thomas, merci François, merci Maxime. Je vous laisse un dernier mot si vous le souhaitez, en commençant par Thomas. Bah écoutez, moi c'est un grand plaisir de recommencer cette saison 3 avec d'aussi beaux visages, d'aussi belles perspectives pour cette belle année. C'est un plaisir de retrouver Maxime parmi le beau groupe des tauliers. Coucou Maxime. Coucou. C'est un plaisir de compter le beau François parmi nous, qui depuis un an n'a fait que monter en puissance dans cette magnifique émission. De retrouver Simon, qui est toujours là, qui est toujours vaillant et qui nous porte avec lui. Et voilà, j'espère que vous, en tant que spectateurs, vous nous suivez avec autant de plaisir qu'on a à faire cette belle émission qu'est Odyssée. De très beaux mots. Je passe la parole à notre cher François. Eh ben, un grand plaisir aussi d'être de retour pour cette saison et d'avoir été conservé. Et bien conservé. Merci.
Décidément que d'éloges, que d'éloges. Eh bien, en tout cas, j'ai hâte de continuer durant l'année avec toutes les surprises qu'on a normalement en tête, dont on ne parlera peut-être pas ce soir. Le sac est plein. Mais voilà, ne nous spoilons pas trop. Et enfin, Maxime? Moi, j'ai juste envie de vous remercier tous, tout simplement. Je suis hyper content d'être de retour. Ça me manquait un petit peu. Et puis, vivement la suite. Hein. Et justement, on en parlait de la suite sans trop en dire. L'émission va évoluer. On va laisser la parole à d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins habituées au spatial que nous, mais qui s'y intéressent d'un point de vue global, dans un nouveau format d'émission. Et on va aussi traiter, là on a pas mal évoqué, nous on a déjà un petit peu de passif avec le spatial, que ça soit passionnel, professionnel, donc on va en parler. Et on va en parler aussi avec d'autres gens qui travaillent dans le milieu spatial, mais vous en découvrirez plus très bientôt. Et en tout cas, on voulait vous dire qu'on est très heureux et très fiers aussi, enfin en tout cas moi je le dis avec beaucoup de passion, de continuer à faire ça, parce que c'est pas rien au final de parler de spatial à plein de gens comme ça. 2 ans, c'est quand même de belles émissions, plus d'une vingtaine d'émissions, donc au final 2 ans et 3e saison, bien sûr, mais voilà, j'en suis vraiment très très content à titre personnel. Je pense que les gars partagent cet avis et on va rester longtemps avec vous pour vous en parler. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, et on vous incite à continuer à écouter Good Morning Toulouse, de la musique, et à suivre l'actualité spatiale, et on se retrouve très bientôt.